Nous avons avec nous Andrei Frolov, expert russe en armement et en géostratégie. Andrei Frolov est rédacteur en chef de Moscow Defense Brief et de Export Vorozhny. Il travaille au centre TSAST à Moscou. Welcome to MENA Defense Podcast, the first podcast talking about defense, security and geopolitics in the MENA region. Bonjour, j'avais oublié dans l'introduction de préciser qu'Andrei Frolov était l'animateur du célèbre blog BMTD. Bonjour, monsieur Frolov. Bonjour Akram. Comment allez-vous? Oui, ça va à Moscou. Très très bien. Donc, nous vous avons invité aujourd'hui pour parler de la situation en Syrie. On a vu qu'il y a une évolution dramatique depuis une semaine, peut-être même depuis un peu plus qu'une semaine, deux, trois semaines que l'offensive a commencé. On a du mal à comprendre l'attitude russe sur le terrain, mais avant ça, on aimerait comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui a déclenché ces événements et quand est-ce que ça s'est passé réellement? Donc à mon avis, nous avons vu l'offensive en précédent dans l'histoire moderne de l'armée syrienne parce que l'échelle de l'offensive et le nombre des effectifs qui ont été utilisés lors de l'offensive, à mon avis, avait le précédent lors de la siège d'Alep, il y a 3 ans. Et maintenant, c'est une, je veux dire deuxième cas de telle concentration des forces syriennes sur le front. D'autre part, la situation maintenant se diverse un peu en comparaison avec la situation lors de la siège d'Alep, parce que maintenant l'armée syrienne n'a pas les autres fronts, parce que n'a pas des fronts contre Daesh, n'a pas les fronts contre l'opposition près de Damas. C'est pourquoi l'armée syrienne peut se concentrer toutes les forces sur le front de l'Idlib. D'autre part, à mon avis, l'aide russe lors de cette offensive n'est pas tellement grande qui, en comparaison avec aussi la siège d'Alep ou la bataille en Latakie il y a 5 ans, il y a 4 ans. C'est pourquoi on peut dire que l'influence russe lors de cette bataille est très limitée et très pensée. Donc c'est le support de l'air, et je pense qu'il y a des spécialistes des forces spéciales qui s'occupent des cibles, des snipers, les opérations spéciales contre les chefs, contre les warlords de la position. Donc le focus principal sur l'armée syrienne. Et on peut dire que depuis le début de l'offensive, au mois de janvier ou plutôt au mois de décembre de l'année dernière, l'armée syrienne a réussi de faire beaucoup. L'armée syrienne a libéré plus de 2000 km² de la territoire de l'Idlib. À mon avis, l'armée syrienne aussi a réussi de diminuer les effectifs de l'opposition, de battre beaucoup de troupes, beaucoup d'équipements, et c'est évident que sans l'aide turque, l'opposition à l'Idlib serait écrasée par le Damas. Mais nous avons vu la signe noire qui était l'armée turque, qui a changé totalement la situation sur terre. Et c'est évident que l'armée syrienne, dans la confrontation directe, n'a pas de chance contre les Turcs,
à cause des nombreuses raisons. Par exemple, l'armée syrienne a exhausté maintenant. L'armée syrienne a, a été donc a été plongée dans l'offensive pendant 2 mois. C'est aussi assez exhaustatif, on peut dire. C'est assez difficile. De plus, l'armée syrienne se face avec le déficit des spécialistes, des officiers expérimentés, des officiers avec expérimentés avec l'expérience. De plus, je pense que le moral de l'armée syrienne n'a pas tellement haut à cause des défaites de l'année précédente, à cause de manque des patriotes vrais, etc., etc. On peut ajouter que l'armée syrienne manque de support aérien, notamment des avions de combat spécial, des anneaux de support de l'armée de terre, comme par exemple le Su-25. Et de plus, l'armée syrienne donc se voit limitée dans les hélicoptères, les hélicoptères de transport, les hélicoptères de combat. C'est pourquoi le focus principal a été mis sur l'artillerie et sur les troupes de l'armée de terre. Et quand l'armée syrienne se heurte avec la puissance turque, c'est-à-dire les drones armés, l'artillerie, les MLRS, etc., etc., c'était vraiment le game changer. C'était le changement de bataille et de la logique de la guerre, parce que c'est un ennemi conventionnel avec l'équipement lourd, avec les soldats et les officiers expérimentés, avec le couvert aérien, etc. C'est pourquoi nous avons vu que il y avait eu le changement profond sur Terre, c'est-à-dire soi-disant l'opposition a réussi de reconquérir les territoires qui avaient été libérés par l'armée syrienne auparavant, à peu près 200 ou 300 kilomètres au carré. Et la perte principale pour le moment pour le Damas, c'est la ville Sarakib qui contrôle le carrefour de voies principales M4 et M5, M5. C'est pourquoi nous avons vu les batailles très fortes autour de Sarakib qui se continuent maintenant. Parce que l'armée syrienne essaye de le libérer et de le contrôler. Et je pense que le but principal est de reconquérir Sarakib avant le rendez-vous entre Poutine et Erdogan qui aura lieu le mars 5. Oui, on a vu aussi il y a une dizaine de jours, lors de l'accélération de l'offensive de l'armée arabe syrienne, un appui aérien très très fort de la part de la Russie. Et en fait, on remarque que la Turquie a adopté un petit peu la même stratégie de hunter-killer. Mais à cette époque-là, malgré les résultats très très positifs de l'armée russe, il y a eu une sorte de trou de communication qu'on n'a pas vu du côté turc. On voit que la Turquie est en train de gagner la bataille médiatique en diffusant immédiatement les images, chose que ni la Russie ni l'armée arabe syrienne n'ont fait. Quel est votre commentaire sur ça? Je crois pas que les Turcs ont gagné la guerre médiatique parce que ils ont vu une défaite très forte, à mon avis très forte, hier, avec cette destruction de drones en KS, parce que premièrement les Turcs et les bots turcs
et les Turcs en Twitter, etc., en Telegram, on dit que c'était le Su-24 syrien, russe, etc. Et quand les rebelles ont montré le vidéo avec avec une aile de drone, avec le symbole turc, c'était une des failles principales. Et mais d'autre part, les Turcs s'enseignent très bien parce qu'aujourd'hui, nous avons vu un autre drone abattu. Je pense que c'était le drone turc, mais cette fois, ils Non, c'est un n'ont pas drone dit que iranien. non, il y avait deux drones. Ah, Parce d'accord. que le drone iranien, c'est le soir, mais le matin, il y avait une autre drone qui a été battue, pas des pièces de ces drones a été démontré. Je pense que c'était le drone turc. Mhm. Mais cette fois, les Turcs ont réussi à garder en secret en vraie nature de l'appareil. Et d'autre part, ils ont réussi de couper toute information regardant ce drone. C'est-à-dire, nous avons vu un jour qui a passé, et c'est deux stratégies différentes dans le champ médiatique. C'est-à-dire, les Turcs s'enseignent, les Turcs, les Turcs prennent les décisions, les Turcs analysent, je pense, analysent en ligne, analysent toujours les situations, c'est-à-dire nous avons vu que les Turcs, chaque jour, ils deviennent de plus en plus expérimentés dans la guerre médiatique. D'autre part, nous avons vu que l'armée syrienne essaye de présenter la guerre dans sa Rakib comme un fait accompli pendant tout le mardi. Mais en effet, nous avons vu que même maintenant, les combats autour de Sarakib et dans la Sarakib se continuent. C'est-à-dire, euh, malheureusement, la politique dans le domaine médiatique de l'armée syrienne euh, démontre les défauts naturels, on peut dire, de Damas. Et d'une part, et d'autre part, je pense qu'il n'y a pas de compréhension, peut-être, du côté des militaires syriens, du côté des politiciens syriens, de l'importance de cette guerre. D'autre part, nous avons les journalistes russes qui se trouvent toujours dans les champs de bataille. C'est Anne News, c'est Monsieur Kotz, et un autre, il y a d'autres journalistes russes, journalistes militaires russes, qui se présentent toujours en Syrie, qui se dirigent dans tous les hotspots, dans tous les champs de bataille. Et on peut dire, leur activité balance un peu la guerre médiatique turque. Et c'est un effet positif pour le Damas. Donc, pour l'instant, à mon avis, la Turquie n'a pas réussi à gagner totalement la guerre médiatique, notamment dans les yeux des Européens et dans les yeux des Américains. Mais leurs efforts, je pense, se concentrent sur la population turque premièrement. Et l'idée principale est de gagner de support populaire de cette opération, le bouclier de printemps. C'est pourquoi nous avons vu que la Turquie peut-être ne gaspille pas de ressources euh, pour euh, pour conquérir le domaine médiatique mondial. Justement, pour revenir au terrain hein, et aux tactiques utilisées, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que pour la première fois de l'histoire militaire, nous avons l'utilisation de drones et de l'aviation avec des frappes de très haute précision et une sorte de guerre par proxy sur le terrain.
mais de part et d'autre et de manière pratiquement équilibrée. C'est totalement inédit, non? Oui, on peut dire comme ça, sauf le manque total des drones armés dans l'armée syrienne. Même l'armée russe n'a pas de drones armés de Syrie. Et c'est un vrai défaut. Et d'autre part, à mon avis, nous avons vu et nous voyons en Syrie un vrai guerre hybride. Parce qu'en Ukraine, c'est pas une guerre hybride, mais en Syrie, à mon avis, c'est une vraie guerre hybride, la guerre hybride, parce que nous avons vu beaucoup de proxys dans deux côtés. Nous avons vu les grandes puissances au-dessus et au-dessous de ces proxys. Nous avons vu les unités proprement de l'armée des grandes puissances qui ont été présentées dans les champs de bataille. C'est-à-dire, oui, de ce point de vue, la guerre est très intéressante. Et on peut dire, oui, que si nous prenons la Syrie avec la Russie, c'est un peu le balance avec la Turquie place opposition. Et justement, ça m'emmène à la question suivante. Est-ce que nous sommes rentrés de manière définitive dans l'ère des drones armés, donc dans la deuxième révolution des drones? Je pense pas que c'est une révolution, parce que d'une part, la Turquie, à mon avis, c'est ma calculation, a à peu près 20 ou 30 drones armés dans le front de l'Idlib. C'est pas assez grand. Et c'est une compensation de la manque des avions pilotés de l'armée de l'air turque sur le champ de bataille. Parce que les drones armés Bayraktar TB2 et ANKS, c'est pas le prédateur américain, parce que le calibre des bombes est pas grand. Je suppose qu'ils sont très, bon, peut-être pas très, mais bien, qu'ils sont très susceptibles aux la guerre électronique. Et la Russie et la Syrie n'utilisent pas les systèmes modernes de la guerre électronique dans le front de l'Idlib. Et de plus, la Syrie n'utilise pas des chasseurs comme MiG-29 pour chasser les drones. C'est-à-dire, c'est pas la révolution, mais c'est l'utilisation des possibilités. Et de ce point de vue, la Turquie va très bien, et on peut dire que les militaires turcs comprennent bien le poids des drones et la place des drones dans la guerre moderne. De plus, je pense que pour les Turcs, le front de l'Idlib, c'est une petite chambre d'entraînement de la guerre moderne, parce qu'ils peuvent essayer de voir ses défauts et ses points de puissance. C'est pourquoi ils utilisent peut-être un peu excessif des drones pour gagner l'expérience pour les opérateurs, pour les constructeurs et pour les militaires. Et d'autre part, pour la Syrie, cette guerre ne donne aucune expérience nouvelle. Peut-être c'est une expérience de comment survivre sous les drones armés, parce qu'auparavant, l'armée syrienne ne se voit pas, ne se vit pas, ne s'est vu pas dans telles circonstances. C'est-à-dire, pour les Syriens, c'est le défi nouvel, mais d'autre part, c'est aussi la possibilité pour eux, c'est-à-dire d'essayer ces manpads, d'essayer ces systèmes d'air défense, des systèmes russes modernes qui, pour le moment,
ne sont pas utilisés lors de bataille de l'Idlib. Pourtant, on a vu la perte d'un Pantsir S1 syrien. Et les Turcs ont même prétendu avoir aussi détruit une batterie de Buk de l'armée syrienne. Justement, comment expliquez-vous que les drones turcs puissent opérer avec autant de facilité, en sachant qu'à côté nous avons une présence de Sukhoi 35, on a une présence aussi de S-300 de l'armée arabe syrienne, on a bon nombre de Pantsir de l'armée arabe syrienne, on a aussi des systèmes Buk, des cubes, on a aussi des S-300 et des S-400, plutôt des S-400 de l'armée russe. Qu'est-ce qui fait défaillance? Premièrement, je pense pas que les Turcs ont vraiment détruit les Buk et les Pantsir parce que je suppose que dans les films qui ont été présentés par les Turcs, les films qui étaient faits par les drones, c'était peut-être Hollywood turc qui a produit les images et peut-être il pouvait utiliser les images peut-être lors des campagnes contre les Kurdes, peut-être lors de campagnes en Libye parce que selon les estimations différentes, le Pantsir dans les vidéos turques, c'est pas le Pantsir syrien mais le Pantsir libyen. Non, émiraté. Donc hein? Émiraté. Non, émiratien, mais en effet, il a été utilisé en Libye. Donc, je pense pas qu'ils ont vraiment détruit les Buk et les Pantsir, parce que nous avons pas vu les Pantsir et les Buk dans le front. Même aux étapes initiales de la campagne et de l'offensive en Idlib. À mon avis, l'explication est que l'armée syrienne essaie de concentrer les effectifs d'air défense pour protéger le Damas et les bases principales en Latakie contre l'offensive possible aérienne du côté d'Israël ou des États-Unis ou peut-être de la Turquie. C'est pourquoi ils ont peur d'utiliser les systèmes modernes dans les unités de combat dans le front de l'Idlib parce qu'ils sont très susceptibles par les attaques des drones, par les attaques des kamikazes, par les attaques des forces spéciales. Mais d'autre part, cet équipement est très cher et très important pour les Syriens. C'est pourquoi à mon avis, ils n'ont pas utilisé les systèmes modernes, même les Strela. Même les Strela, ils n'ont pas utilisé les Strela pour protéger les convois et les unités en marche. Donc, cet épisode, à mon avis aussi, malheureusement ou heureusement, a été inventé par le propagande turc. Mais il reste que la Turquie a réellement fait beaucoup de mal à l'offensive syrienne. Oui, exact, c'est vrai. Et donc il y a eu une défaillance du côté syrien par rapport à tout ce qui est air défense. Oui, c'est aussi le défaut, mais à mon avis, les Syriens ne pensaient pas que la Turquie pouvait ou pourrait lancer l'offensive aérienne de telle marche, de telle échelle. Oui, amplitude, oui. Et justement, on parle de la Russie. Comment voyez-vous la réaction russe après la déclaration hier qui disait que la Russie ne garantissait plus la sécurité des avions turcs dans le nord de la Syrie? Pourtant, on a vu quand même aujourd'hui des incursions turques et on a vu aussi des attaques au sol turc. Je pense que la Russie essaie de limiter sa présence lors de la campagne, de limiter son plongement dans la guerre purement syrienne et de se heurter avec la Turquie. C'est pourquoi les VKS russes ont été utilisés dans les segments de front
qui n'ont pas très dangereux pour les avions, c'est-à-dire premièrement au sud, pour supporter l'offensive syrienne au sud de l'Idlib, et pas au nord et à l'est. Mais d'autre part, lors de ce jour, on parlait des frappes russes près de Sarakib. Donc, à mon avis, il y a des lignes rouges pour les Russes et pour les Turcs. Et les deux parties se montrent la volonté de les passer, cette ligne. De plus, si nous prenons les chiffres qui ont connu, qui sont circulés dans l'internet, l'intensité de l'utilisation de VKS lors de ces jours derniers n'est pas très haute. À mon avis, le nombre de vols de combat pour appuyer les forces de terre est à peu près 10-15 vols par jour. C'est pas très haut. Si nous prenons tout front en Idlib, quelques dizaines ou centaines de kilomètres. Et comment voyez-vous l'avenir? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une désescalade entre la Turquie et la Russie? Ou bien est-ce que les combats vont se poursuivre? Donc il faut attendre, je pense, le 5 mars, pour voir quelles sont les décisions qui seraient prises par Erdogan et Poutine. Et on a parlé de Russie, de Turquie, de Syrie, des Syriens, de milices, etc. On a même parlé d'Israël et des États-Unis, mais on n'a pas évoqué un acteur très très important et très très sensible, qui est l'Iran. Oui. L'Iran dans tout ça, qui appuie l'offensive vers Idlib, y compris avec l'utilisation de miliciens du Hezbollah. Est-ce que l'Iran n'est pas ou ne sera pas le grand perdant de cette guerre? Oui, on peut dire que l'Iran a perdu beaucoup lors de cette bataille, lors de cette confrontation avec la Turquie, parce qu'Iran a perdu ses hommes, l'Iran a perdu l'équipement. Mais d'autre part, l'Iran maintenant est très serré par les défis de la nature très différente. Donc l'Iran se face avec coronavirus, l'Iran se face avec les sanctions américaines, l'Iran se face avec les turbulences internes. Et je pense que maintenant, Syrie n'a pas tellement d'importance pour l'Iran que peut-être il y a un an. De plus, l'Iran a perdu Soleimani, qui était un homme influençant dans les affaires syriennes. Et je pense que les leaders de Quds, leaders modernes de Quds, n'ont pas défini la politique ou redéfini la politique à propos de la Syrie. C'est-à-dire maintenant, Iran est un peu imbalancé et peut-être on n'a pas vu, on ne voit pas le but final en Syrie. Mais je pense que finalement, Iran va essayer de garder sa présence en Syrie et son influence aux militaires syriens et aussi bien aux services secrets de Syrie. Mais d'autre part, je pense aussi que l'Iran essaye de contacter avec la Turquie pour éviter les frappes sur les troupes proprement iraniennes ou ses proxys. Donc, est-ce qu'il y a une chance que demain la Turquie sorte vainqueur de cette guerre? Je pense pas. C'est un ordre de comment dire, bargain en anglais, oui. C'est-à-dire que
les deux parties maintenant essayent De de négocier. gagner de plus de points avant le meeting entre Poutine et Erdogan. Oui. La Russie est confrontée à la Turquie de manière indirecte en Syrie. On voit que c'est exactement la même chose aussi en Libye. Est-ce que vous voyez une relation entre les deux? Est-ce que vous pensez aussi que demain, les mêmes techniques de combat et de guerre qui sont utilisées lors de cette offensive d'Idlib seront aussi utilisées en Libye? Et comment voyez-vous ce nouveau type de guerre loin des frontières et avec des moyens technologiques quand même considérables? Libye, c'est autre chose. Pour la Turquie, Libye, c'est un front et l'antenne. C'est-à-dire, la Turquie ne peut pas réagir en direct. Et pour, pour la Turquie, la Libye pourrait être une sorte de trappe. Le piège. Parce que... Un piège, oui. Parce que la Turquie est assez éloignée de la Libye et ses capacités logistiques, y compris les bateaux de transport ou les avions de transport, sont assez limitées. De plus, la Turquie a beaucoup de problèmes avec ses voisins dans la Méditerranée orientale. Premièrement avec la Grèce et le Chypre, à cause de cette querelle Sur à les eaux propos des territoriales. gisements pétroliers. C'est-à-dire, Libye, pour la Turquie, Libye, c'est-à-dire, c'est une sorte de cost effectiveness. C'est-à-dire, la Turquie ne peut pas investir beaucoup de ressources en Libye. Et pour la Turquie, c'est une sorte de la politique limitée, juste de contenir ses intérêts et de protéger ses intérêts en Libye, peut-être les intérêts de Qatar. Justement, en parlant de Méditerranée occidentale, c'est très très intéressant ce que vous venez de dire. Vous avez parlé de Turquie, de Chypre, de Grèce, on peut parler aussi de l'Égypte et d'Israël. Donc la problématique concerne pratiquement tous les pays de cette façade, de cette région de la Méditerranée. Mais on voit aussi que la Russie, pardon, est en train d'essayer de jouer un rôle là-bas, avec non seulement avec le renforcement de sa présence en Syrie, mais aussi le rachat de la raffinerie de pétrole au Liban, l'investissement pétrolier au Liban, et aussi des tentatives de revoir peut-être la 5e escadre russe en Méditerranée, et peut-être jouer un nouveau rôle dans ce partage des ressources en Méditerranée orientale. Pardon. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouf, c'est une question assez difficile d'analyser la politique de la politique en sphère au domaine économique, notamment dans le domaine de pétrole, etc. Mais je pense que la Turquie maintenant se face avec beaucoup de problèmes parce que brusquement la Turquie se voit entourée par les ennemis, c'est-à-dire la Grèce, l'ennemi traditionnel, la Chypre, l'ennemi traditionnel, mais aussi la France qui a montré son support au Chypre et aux Grèce en envoyant une porte-avions Charles de Gaulle dans la Méditerranée orientale pour montrer sa volonté de protéger les intérêts des pays dans cette région contre l'influence turque. C'est aussi un défi pour les Turcs, un défi nouveau, parce que la France, à mon avis, auparavant, n'a pas montré tellement pur sa volonté de protéger ses alliés dans la région.
En ce qui concerne le Liban et les autres pays, je sais pas la puissance réelle de la Turquie dans ces pays, mais je pense que même Israël ne voudrait pas voir la Turquie forte près de ses frontières. Et même la Turquie forte en matière en matière économique près de ses frontières. Finalement, il faut parler de la question des ressources. Quelles sont des ressources turques qui peuvent être gaspillées pour supporter la politique d'Erdogan dans les régions? À mon avis, les ressources turques ne sont pas assez grandes pour mener la politique dans quelques fronts, c'est-à-dire Libye, Syrie, mer Méditerranée orientale, l'Irak et le Caucase. Parce que la Turquie, oui, c'est en puissance régionale, mais c'est pas puissance mondiale. Et donc, pour revenir finalement à la Syrie, est-ce que vous pensez que l'armée arabe syrienne pourra un jour reconquérir toute la Syrie? Je pense pas. En effet, je pense que la meilleure solution pour le Damas est d'établir une sorte d'isolant, mais sur la frontière avec la Turquie. C'est-à-dire, formellement et juridiquement, il y avait une pièce de territoire syrienne qui serait sur la carte syrienne, mais qui ne serait pas contrôlée par le Damas. Mais pour le Damas, il faut minimiser ces territoires indépendants. Et je pense que c'est une question qui avait été discutée beaucoup de temps entre l'Iran, entre la Russie, entre la Turquie et entre la Syrie. Et maintenant, il y a même aujourd'hui, j'ai vu une pas proposition, une idée que cette offensive turque ou contre-offensive turque a une but d'établir une zone de sécurité de 30 km de profond de la frontière turque. Et c'est, à mon avis, c'est assez logique. Donc, la Turquie ne veut pas aller jusqu'à Damas. L'armée syrienne, justement, veut reconquérir tous les territoires qui sont occupés par l'opposition et par la Turquie aussi. Mais je pense pas que c'est possible. Donc, il y aurait les territoires sur le nord, les territoires sur l'est, qui ne seront pas contrôlés par le Damas. Même les Kurdes. Andrei Frolov, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes expert en relations internationales et en armement. Vous êtes rédacteur en chef d'Export Volojny. Vous êtes rédacteur aussi en chef de Moscow Defense Brief. Et vous êtes actuellement à Moscou. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à vous. Merci pour votre écoute. Je serai très curieux de lire vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube MENA Défense et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir tous nos nouveaux épisodes.